Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Au nom de la Bibliothèque nationale de France et de sa présidente, je vous souhaite la bienvenue ce soir et vous remercie donc d'avoir répondu présent pour assister et écouter la conférence que va donner Madame Desaulneux, consacrée à Buffon et le hasard en géométrie. Avant de passer la parole à Bertrand Cantat, donc, qui va vous présenter plus avant donc, la conférencière de ce soir, je voulais vous rappeler donc, que cette conférence s'inscrit dans un cycle, un texte à mathématicien, donc, qui en est à sa 13e saison. Et ce soir, c'est la dernière conférence justement de la saison, mais l'année prochaine, je vous le promets, nous reviendrons. Avant donc de passer la parole à Bertrand, je voulais juste saluer nos partenaires sur cette manifestation, à savoir donc la revue Tangente et Animat, l'association Animat. Voilà, je vous remercie et à nouveau, bonne conférence. Merci beaucoup. Je voulais juste préciser que je m'appelle Serge Cantat et malheureusement, je ne connais pas Bertrand Cantat. Mais voilà, donc bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je voulais commencer par remercier les établissements scolaires qui ont fait le déplacement jusqu'ici. Donc il y a l'Université de Liège qui est venue, merci. Le lycée des Francs-Bourgeois aussi à Paris. Et puis le lycée Paul-et-Loire à Saint-Denis et le lycée Camille Pissarro qui vient de Pontoise. Donc merci d'avoir fait le déplacement pour ce soir. Donc comme on vient de le rappeler, c'est la 13e année de ce cycle de conférences dont le but est de vous présenter des mathématiques dans toute leur diversité et leur actualité. Et quand je dis diversité, il faut bien sûr penser diversité thématique, mais aussi diversité des pratiques mathématiques, que ce soit des pratiques de recherche ou des pratiques de partage et de transmission des mathématiques. Donc ça dépend à la fois des acteurs qui les font, mais aussi des époques ou des milieux dans lesquels ils les font, ou des interactions ou des implications qu'ils ont en tête. Et j'espère que ce cycle permet à vous de découvrir l'ensemble des variétés thématiques, mais aussi de pratiques, de la pratique mathématique. Voilà. Alors, si ce cycle est possible, c'est grâce à la Bibliothèque nationale de France, à la Société mathématique de France, à l'association Animat et aussi à la revue Tangente, que je veux remercier. Et c'est aussi grâce aux conférenciers qui viennent faire ces conférences. Et donc ce soir, je suis très content qu'Agnès Desaulneux vienne nous instruire. Agnès, elle est directrice de recherche au Centre de mathématiques et de leurs applications de l'École normale supérieure de Cachan. On dit maintenant École normale supérieure de Cachan, Paris-Saclay. Et donc, elle est spécialiste de probabilité géométrique, comme nous allons le voir, et de leurs applications. Voilà, donc, je te laisse la parole. Bonsoir, merci à tous d'être là. Donc, quand on m'a proposé de faire cette conférence, en fait, je me suis demandé de quoi je vais pouvoir parler. Et en fait, je me suis dit, il y a un texte dont on entend parler souvent, qui est le texte de l'Aiguille de Buffon. Et en fait, avant de préparer cette conférence, j'avais jamais regardé ce texte-là vraiment pour de vrai. Donc pour moi, ça a été l'occasion de me plonger dans ce texte. Et donc, je vais vous en parler plus en détail. On va le parcourir ensemble, on va regarder ensemble des calculs, des démonstrations, et puis après, je vous montrerai jusqu'où on peut aller justement avec ce genre d'idées en passant par pas mal d'applications et des applications très, très actuelles. Voilà, donc pour commencer, je vais d'abord vous présenter notre héros du jour, donc Buffon. Buffon. Donc, en fait, son vrai nom, c'est Georges-Louis Leclerc. Buffon étant le nom, en fait, d'une localité en Bourgogne que sa famille a acheté, qui lui permettra après de prendre le nom de Buffon et même de comte de Buffon quand il sera nobli. Donc, il est né en 1707 à Montbard, en Bourgogne. Et donc, il a eu une éducation assez complète puisque, sous la pression de son père, il a commencé par faire des études de droit à Dijon, et puis ensuite il est parti à Angers faire des études de sciences, en particulier à la faculté de médecine, où il a étudié la botanique, la zoologie, mais aussi les mathématiques.
Et puis là, malheureusement, au cours d'un duel, il a tué un jeune officier au cours de ce duel. Donc il a été obligé de quitter précipitamment Angers et il est retourné à Dijon. Mais tout n'était pas perdu puisque là-bas, il a rencontré un jeune duc anglais qui parcourait en fait l'Europe avec son précepteur qui était un naturaliste. Et donc Buffon s'est joint à eux et pendant presque un an, il va parcourir l'Europe à la découverte des capitales de l'Europe, mais aussi de toute la nature et de sa variété qu'on peut trouver en Europe. Donc ensuite, il revient en France et en 1732, donc à 25 ans, il s'installe à Paris. Et à Paris, en fait, il va fréquenter les cercles scientifiques et puis il va aussi fréquenter les penseurs de l'époque et en particulier tous les philosophes liés au siècle des Lumières. Donc il va se lier d'amitié en particulier avec Voltaire. Et donc, il s'intéresse un peu à toutes les sciences, toujours les mathématiques, la physique, la chimie, la zoologie, la botanique, les sciences naturelles. Et c'est là, en 1733, qu'il rédige un mémoire qui s'appelle le Mémoire sur le jeu du franc-carreau, dont je vais vous parler plus en détail après. Et en fait, ce mémoire, donc, qui est sur le calcul des probabilités, est très remarqué, et ce qui lui vaut d'être élu à l'Académie des sciences, donc à tout juste 26 ans. Voilà, donc là, il continue à s'intéresser à toutes les sciences le tournant suivant de sa carrière, en fait, c'est 1739, où il est nommé intendant du Jardin du Roi. Donc le Jardin du Roi, en fait, c'est ce qui est maintenant le Jardin des Plantes. Et donc toute sa vie, Buffon va travailler à faire de ce Jardin des Plantes et du musée qui va avec, qui s'appelle le Cabinet du Roi, il va travailler à en faire un grand centre de recherche avec des collections incroyables en bénéficiant de dons qui lui viennent de riches donateurs ou de grands voyageurs qui font des découvertes autour du monde et qui ramènent en fait des tas d'objets, des tas d'éléments pour peupler ce musée et ce jardin des plantes. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il commence à rédiger donc, ce qui est son œuvre principale, qui est une œuvre assez monumentale, l'Histoire naturelle générale et particulière, donc qui est une œuvre en 44 volumes, donc qui commence à paraître en 1749 et qui continuera à apparaître jusqu'à après sa mort, en fait jusqu'en 1804, ça paraîtra. Et donc c'est une œuvre vraiment monumentale. Alors il ne l'a pas écrit tout seul, il a eu plein de collaborateurs. Et puis, c'est une œuvre en fait, qui est plutôt grand public. Donc, c'est très illustré, ça aborde tous les sujets, de la formation de la Terre jusqu'à la description des minéraux, des mammifères, en passant par l'homme, les plantes. Enfin, c'est une œuvre très complète, qui a d'ailleurs parfois une veine plus poétique que scientifique, et qui lui vaudra en particulier donc, d'être aussi élu à l'Académie française en 1753. Voilà. Et puis Buffon, il meurt en 1700, donc ce que j'ai marqué, 1788. Donc il a plus de 80 ans et il meurt quelques mois avant le début de la Révolution française. Voilà, donc ça c'est pour vous resituer un peu Buffon, le personnage, son œuvre. Donc c'est quand même quelqu'un qui est plutôt un naturaliste, quelqu'un qui travaille sur les sciences naturelles, mais qui a quand même écrit donc ce fameux mémoire sur le jeu du franc-carreau. Donc ce mémoire sur le jeu du franc-carreau, donc c'est un mémoire sur le calcul des probabilités. Et en fait, dans ce mémoire, il part de la constatation qu'en général, pour calculer des probabilités, on fait un rapport de deux quantités discrètes, de deux nombres. C'est-à-dire que si on veut calculer la probabilité quand on joue au dé d'avoir un 6, eh ben on fait le rapport 1 sur 6 et ça donne la probabilité. Donc lui, voilà, donc il part de ce constat-là et son but, c'est de dire que non, la géométrie peut aussi intervenir dans le calcul des probabilités. Donc là, je vous ai remis le début de son texte. Donc j'ai un petit pointeur rouge, je ne sais pas si vous le voyez bien. Mais donc je vais vous lire le début de ce texte. Donc c'est l'analyse est le seul instrument dont on se soit servi jusqu'à ce jour dans la science des probabilités pour déterminer et fixer les rapports du hasard. La géométrie paraissait peu propre à un ouvrage aussi délié. Cependant, si l'on y regarde de près, il sera facile de reconnaître que cet avantage de l'analyse sur la géométrie est tout à fait accidentel. Il suffira de faire attention que les jeux et les questions de conjecture ne roulent ordinairement que sur des rapports de quantités discrètes. Donc c'est l'exemple, voilà, quand on joue au dé, quand on joue aux cartes, on fait des rapports de quantités discrètes pour calculer des probabilités. Pour mettre donc la géométrie en possession de ses droits sur la science du hasard, il ne s'agit que d'inventer des jeux qui roulent sur l'étendue et sur ses rapports, ou calculer le petit nombre de ceux de cette nature qui sont déjà trouvés.
Le jeu du franc carreau peut nous servir d'exemple. Voici ces conditions qui sont fort simples. Donc ça, c'est le début de son mémoire sur le jeu du franc carreau. Et donc maintenant, je vais vous parler plus en détail de ce mémoire. Donc ce mémoire, il commence justement par la description du jeu du franc carreau. Donc le jeu du franc carreau, ça consiste à, on a une pièce, un écu, qu'on lance sur un carrelage, hein, et donc on veut calculer la probabilité, enfin, le but du jeu, c'est de savoir est-ce que ma pièce, elle va tomber à franc carreau, c'est-à-dire à l'intérieur complètement d'un carreau, ou est-ce qu'elle va tomber à cheval sur les joints du carrelage. Donc là, c'est perdu, là, c'est gagné, là, c'est perdu, voilà. Donc en fait, la question que se pose Buffon, c'est comment choisir la taille de la pièce en fonction de la taille du carrelage pour que le jeu soit équitable. Donc dans ces jeux, il considère toujours des questions comme ça de jeu équitable. Donc, c'est-à-dire avoir autant de chances que de gagner que de perdre. Donc en fait, ce qu'il montre, c'est que il va calculer donc quelle est la probabilité de gagner. Donc la probabilité de gagner, c'est la probabilité que ma pièce, elle tombe entièrement à l'intérieur d'un carreau. Donc la probabilité que la pièce tombe à l'intérieur d'un carreau, donc si on note A, c'est la longueur du côté d'un carreau, R, c'est le rayon de la pièce. Pour que la pièce elle tombe à l'intérieur du carreau, il faut que le centre de la pièce, qui est supposé être un disque de rayon R, il tombe dans cette zone grise, voilà, qui elle-même détermine un carré de côté A-2R, d'accord, puisqu'on a enlevé R de chaque côté. Donc la probabilité de gagner, finalement, c'est un rapport d'air, c'est le rapport entre l'air du carré gris par rapport à l'air total du carreau. Donc c'est A-2R au carré sur A au carré. Et donc, ce qu'il calcule, c'est que voilà, pour que le jeu soit équitable, il faut que cette probabilité soit égale à 1,5. Et donc, si on résout cette petite équation, ça veut dire que le diamètre de la pièce, qui est 2 fois R, doit être égal à 1 moins 1 sur racine de 2 fois la longueur du côté du carrelage. Donc ça, c'est le premier exemple qu'il donne. Et puis après, il s'intéresse aussi à d'autres formes de pavage. Donc il considère si j'ai un carrelage avec des carreaux triangulaires ou des carreaux en losange. Enfin, il donne d'autres exemples avec le même type de calcul où on calcule un rapport entre deux aires. Et ensuite, il donne un deuxième exemple. Alors c'est le fameux exemple de l'aiguille de Buffon. Enfin, c'est ce qu'on appelle maintenant l'aiguille de Buffon. Donc c'est celui, voilà, maintenant on va lancer une aiguille sur un parquet. Donc le parquet, il est supposé avec des lattes de longueur très grande, d'accord. Il n'y a pas le bord des lattes dans l'autre sens compte pas. Il y a juste ces lattes horizontales. Et puis on va lancer une aiguille. Donc là, l'aiguille, elle croise le joint du parquet. Là, elle est entièrement dans une latte. Là, à nouveau, elle croise le joint. Là, elle est entièrement dans la latte, etc. Donc à nouveau, Buffon, il s'intéresse à cette probabilité de est-ce que le jeu, quelle doit être en fait la longueur de l'aiguille par rapport à la taille des lattes du parquet pour que le jeu soit équitable. Donc c'est vraiment ça ce qui l'intéresse, et à nouveau, est-ce que le jeu va être équitable. Donc pour faire le calcul, donc on considère A, c'est la largeur des lattes du parquet. 2L, ça va être la longueur de l'aiguille qui est supposée être plus petite que la largeur des lattes du parquet. Et donc maintenant, pour repérer l'aiguille, tout à l'heure pour notre pièce, on la repérait juste par son centre, qui après s'était donné par le rayon. Maintenant, pour repérer l'aiguille, on va utiliser deux paramètres. Donc il y a d'abord le premier paramètre qui est la distance du centre de l'aiguille au joint supérieur de la latte dans laquelle elle se trouve. Et puis après, il y a un deuxième paramètre qui est l'angle que fait l'aiguille avec l'horizontale. D'accord ? Donc c'est ce que j'ai noté alpha ici. Donc maintenant, pour qu'il y ait un croisement entre l'aiguille et le joint du parquet, il faut que soit l'aiguille elle soit suffisamment proche en haut ici, soit qu'elle soit suffisamment proche du bas de la latte. Donc ça veut dire, plus précisément, ça veut dire la condition pour qu'il y ait croisement, il faut soit que la distance y, elle soit plus petite que L sinus alpha, qui correspond à cette distance ici entre l'aiguille et cette droite pointillée horizontale, ou sinon il faut que Y il soit plus grand que A moins L sinus alpha. Ce qui se passe sur le joint supérieur est pareil que ce qui se passe sur le joint inférieur. Et donc en fait, si on représente ça géométriquement, donc ça veut dire qu'on représente ici, on a les angles alpha, donc c'est l'angle que fait l'aiguille avec l'horizontale, et ici on a la distance Y.
toutes les valeurs de paramètres qui nous servent à repérer l'aiguille pour lesquels on va avoir un croisement, c'est ceux qui se retrouvent dans cette zone grise. D'accord ? C'est-à-dire que pour un alpha donné, il faut que soit que y soit petit, plus petit que L sinus alpha, soit que y soit grand, il soit plus grand que A moins L sinus alpha. Donc c'est cette zone grise qui nous détermine les cas favorables en fait, où il va y avoir un croisement entre l'aiguille et les joints du parquet. Donc finalement, la probabilité de croisement, eh ben, on va regarder l'aire de l'ensemble de tous les Y alpha favorables au croisement, divisé par l'aire de tous les Y alpha possibles. Donc, pour calculer cette aire, ben en fait, ici, on a donc le rapport entre l'aire grise par rapport à l'aire du rectangle. Donc, l'aire du rectangle, c'est juste, d'un côté, il vaut pi, de l'autre, il vaut A, donc c'est A fois pi. Et puis, l'aire grise, en fait, c'est 2 fois l'aire sous cette courbe. Et cette courbe, elle a une équation qui est... c'est la courbe qui a alpha associe L sinus alpha. Donc, on a 2 fois l'intégrale entre 0 et pi de L sinus alpha d alpha. Donc, en calculant cette intégrale, en fait, elle est égale à 4 à 2L, donc comme il y avait un facteur 2, ça fait 4L, divisé par l'aire du rectangle A fois pi. Donc, voilà la probabilité de croisement. Donc, en fait, Buffon, il ne donne pas le résultat sous cette forme-là. Lui, le résultat, il le donne sous la forme. Pour que le jeu soit équitable, il faut que la longueur de l'aiguille soit à peu près les 3/4 de la largeur des lattes du parquet. Donc, d'une part, il ne calcule pas en fait la probabilité de gagner ou pas. Lui, ce qu'il calcule, c'est directement quelle est la longueur de l'aiguille pour que le jeu soit équitable. Et puis, très rapidement, en fait, il remplace le nombre pi par 3. D'accord ? Donc, en fait, dans certains livres de probabilité actuels, on voit le problème de l'aiguille de Buffon comme étant un moyen d'approximer le nombre pi. Et en fait, ça, c'est une idée qui n'est vraiment pas du tout dans le texte de Buffon. Pour lui, pi, ça vaut 3, et puis voilà, quoi. Enfin, il n'y a pas du tout cette idée de servir de cette probabilité pour ensuite trouver une approximation de pi ou quoi que ce soit. D'accord ? Donc voilà, donc ça, c'est vraiment le problème considéré par Buffon. Et donc, à la fin de son texte, Buffon, il nous explique donc que ces exemples suffisent pour donner une idée des jeux que l'on peut imaginer sur les rapports de l'étendue. On pourrait se proposer plusieurs autres questions de cette espèce qui ne laisseront pas d'être curieuses et même utiles. Si l'on se demandait par exemple combien l'on risque à passer une rivière sur une planche plus ou moins étroite, quelle doit être la peur que l'on doit avoir de la foudre ou de la chute d'une bombe, et nombre d'autres problèmes de conjecture où l'on ne doit considérer que le rapport de l'étendue et qui par conséquent appartiennent à la géométrie tout autant qu'à l'analyse. Donc en fait, par ce texte, Buffon il cherche à nous démontrer que on peut faire intervenir des quantités géométriques pour calculer des probabilités, et pour ça, il suffit de considérer des problèmes qui sont eux-mêmes de nature géométrique. Donc voilà. Alors malheureusement, les choses, elles ne sont pas si simples que ça. Elles ne sont pas si simples que ça, en particulier à cause de remarques qu'on trouve par exemple dans le livre de Joseph Bertrand, donc, qui est un mathématicien du 19e siècle, et dont son livre calcule des probabilités. Alors donc, pourquoi les choses ne sont pas si simples ? C'est que pour calculer donc une probabilité, on a vu qu'on faisait un rapport entre le nombre de cas favorables par rapport au nombre de cas possibles. Donc, ce qui nous explique, voilà, c'est qu'une probabilité d'un événement, ça se calcule comme ça, comme le nombre de cas favorables par rapport au nombre total de cas possibles, mais que ça sous-entend en fait une condition qui est que tous les cas doivent être également possibles. C'est-à-dire que si on ne met pas cette condition, par un raisonnement simpliste, on pourrait dire, quand on a des cas, soit ils sont favorables, soit ils ne sont pas favorables, on est soit dans un cas, soit dans l'autre, il n'y a que 2 possibilités, donc toute probabilité vaut 1,5. D'accord ? Donc alors, évidemment, avec ce genre de raisonnement, on voit bien qu'on fait une erreur grossière. Et donc Bertrand, en fait, pour illustrer cet exemple de problème à calculer des probabilités, il montre un paradoxe, donc, qui s'appelle le paradoxe de Bertrand, et donc il l'illustre à nouveau avec des objets géométriques. Donc, ce paradoxe de Bertrand, qu'est-ce qu'il nous dit ? En fait, le problème, c'est le suivant. On considère un disque de rayon 1, et puis on jette une droite au hasard, et puis on se demande quelle est la probabilité que cette droite jetée au hasard sur un cercle de rayon 1, elle détermine une corde qui soit de longueur plus grande que racine de 3. Donc racine de 3, ça correspond en fait à la longueur du côté d'un triangle équilatéral inscrit dans ce cercle. Donc il se demande, voilà,
si on jette une droite au hasard, quelle est la probabilité que la corde AB qui est déterminée, elle soit de longueur plus grande que racine de 3 ? Alors le premier raisonnement qu'il propose, c'est de se dire, bon, quitte à tourner la figure, je peux supposer que mon point A, il est fixe, tout est invariant par rotation, et donc pour que ma corde elle soit de longueur plus grande que racine de 3, ça veut dire que mon point B, il doit tomber à l'intérieur de cet arc de cercle ici, le arc de cercle opposé à A. Et puis en fait, le point B, finalement, par hasard, il a une chance sur 3 de tomber là-dedans, puisqu'en fait, ça, c'est un tiers de la longueur totale du cercle. Il y a 3 arcs de cercle qui sont de même longueur, donc la probabilité qu'il tombe là-dedans, c'est un tiers. Donc ma probabilité vaut un tiers. Alors il propose aussi un autre raisonnement. L'autre raisonnement consiste à dire, toujours quitte à tourner la figure, je peux supposer que ma droite, elle est horizontale. Donc à ce moment-là, dire que ma corde AB, elle est de longueur plus grande que racine de 3, ça veut dire qu'en fait, il faut qu'elle se trouve à une distance comme ça par rapport au centre qui est plus petite que 1,5. A priori, elle est à une distance au plus 1 du centre, mais là, pour que la corde soit suffisamment longue, il faut qu'elle se retrouve à une distance plus petite que 1,5. Et donc ça, du coup, comme en fait on a un nombre entre 0 et 1, et là il faut qu'il soit plus petit que 1,5, et ben la probabilité de cet événement, du coup, ça vaut 1,5. Voilà. Donc on a trouvé une deuxième valeur pour la probabilité de notre événement. Et encore un autre raisonnement possible, c'est de se dire, maintenant, ma corde, je vais la repérer par son centre C. Donc le centre C, maintenant, en fait, pour que la corde elle soit de longueur plus grande que racine de 3, il faut que le centre C de la corde, il tombe dans ce disque qui est de rayon 1,5. D'accord ? Il faut que la corde soit suffisamment proche du centre du disque. Donc il faut que C il tombe là-dedans, dans ce disque de rayon 1,5, sachant qu'à l'origine, il pouvait tomber n'importe où dans le disque de rayon 1. Donc finalement, la probabilité qu'il tombe là-dedans, c'est le rapport entre l'aire de ce disque gris par rapport à l'aire du disque de rayon 1. Et donc comme le rapport entre les deux rayons, c'est 1,5, le rapport entre les deux aires, c'est 1/4. Donc finalement, ma probabilité vaut 1/4. Voilà. Donc en fait, alors d'où vient donc là, on a vu que suivant comment on calcule notre probabilité, elle vaut soit 1,5, soit 1/3, soit 1/4. Donc en fait, comment comprendre ce paradoxe en fait ? D'où vient le paradoxe dans tout ça ? Donc le paradoxe en fait, il vient de la façon dont on comprend de ce que c'est que jeter une droite au hasard. D'accord ? Donc jeter une droite au hasard, déjà on va essayer de comprendre ce que c'est qu'une droite et bien représenter les droites. Donc une droite, comment bien la représenter ? Donc généralement une droite c'est donné par une équation de la forme ax plus by plus c égale 0. Mais ça c'est une forme qui n'est pas très bien déterminée, d'accord ? Parce que si on change A en 2A, B en 2B, C en 2C, en fait, on a toujours la même droite, et alors que les paramètres ABC sont plus les mêmes. Donc, déterminer une droite juste par ces paramètres ABC, ce n'est pas une forme qui est dite bien déterminée. Par contre, il y a une autre représentation de la droite qui, elle, est plutôt une représentation, donc on va dire canonique, qui est la représentation de la droite en coordonnées polaires, on pourrait dire. Donc la droite, en fait, maintenant la droite de paramètres, elle va être repérée par 2 paramètres θ et r. Et l'équation de la droite, c'est donc l'ensemble des points de coordonnées x, y, tels que x cosinus θ plus y sinus θ moins r est égal à 0. Et donc r, c'est quoi en fait ? R, c'est la distance entre O, le centre de mon repère, et la droite, et θ, c'est l'angle que fait la perpendiculaire à la droite issue de O par rapport à l'horizontale. Donc en repérant une droite par ces 2 paramètres, c'est équivalent à écrire son équation sous cette forme-là. Donc R, la distance, en fait, elle est toujours positive, et l'angle θ, lui, il peut varier entre 0 et 2π. On peut faire le tour complet du centre. Donc, alors pourquoi ça c'est une bonne représentation ? Alors déjà parce que c'est une représentation qui permet de faire une correspondance entre un point du plan, donc le point il est repéré par 2 coordonnées θ, r, et puis une droite du plan. D'accord ? Donc on a une équivalence comme ça de la correspondance entre un point et une droite. Donc par exemple si je tire un point ici au hasard, donc là ici dans ce sens-là c'est les orientations θ qui sont comprises entre 0 et 2π, et ici c'est ma distance r qui est juste positive. Donc si je tire un point là-dedans, ça correspond à tirer une droite dans le plan. La droite qui correspond justement à avoir ces paramètres θ et r.
Donc si je tire un autre point, je tire une autre droite, etc., etc. Donc on a vraiment une correspondance comme ça entre à chaque droite, on la représente par un point du plan, et puis chaque point du plan représente une droite. Et donc en fait ça permet de donner un sens à l'ensemble des droites vérifiant une certaine propriété. Donc quand on regarde l'ensemble des droites vérifiant une certaine propriété, du coup ça va correspondre à une région du plan ici, qu'on va noter R de P, ça va être une région du plan qui va être l'ensemble des points θr, tels que la droite de paramètre θr va vérifier cette probabilité. D'accord ? Donc du coup, en fait, comme ça, on transforme un ensemble de droites en un ensemble de points du plan et une région du plan. Du coup, ça permet de parler de notion de mesure d'un ensemble de droites qui vérifie une propriété, puisque ça va consister à mesurer en fait quelle est la surface de cette région du plan qui vérifie la propriété. Et donc, en quoi la représentation θr est une bonne représentation ? Eh bien, en fait, on peut montrer que c'est la seule représentation qui garantit l'invariance par rotation et par translation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, plus en détail ? Ça veut dire que, en fait, quand on a défini θ et r pour une droite, ça dépendait du repère qu'on s'était donné. On s'était donné un repère avec donc O, le centre du repère, et puis des axes qui étaient mis d'une certaine façon. Et du coup, en fait, si on change l'endroit où on met le repère, d'accord, donc on prend un autre centre O', et puis on prend d'autres axes, à ce moment-là, ma droite, elle va avoir des nouveaux paramètres qui ne vont pas être les mêmes. Elle ne va pas conserver son θ et son r, mais ça va devenir plutôt un certain r' et un certain θ'. Donc les paramètres de la droite vont changer. Donc ces paramètres, ils ne sont pas invariants par le choix du repère. Par contre, ce qui est invariant, c'est que la mesure, donc c'est-à-dire en termes de l'air, la superficie de la région R de P des points qui sont tels que la droite vérifie une propriété, et elle va être égale, pareil, à la mesure de l'air des points θ'R' des droites qui vérifient la même propriété. Donc c'est en ça qu'en fait cette représentation est une bonne représentation, c'est-à-dire qu'elle est indépendante. Quand on va faire des mesures sur des ensembles de droites, ça va être indépendant de l'endroit où on a mis notre repère, de la façon dont on l'a orienté, et donc ça va être quelque chose de canonique, en fait, qui va être vraiment lié intrinsèquement aux droites et non pas à la façon dont on a choisi de placer notre repère dans le plan. Donc du coup, grâce à ça, on peut faire des tas de mesures sur des ensembles de droites. En particulier, ça permet de parler de la mesure de l'ensemble des droites qui vont rencontrer un disque de rayon R. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend ce disque de rayon grand R, on peut supposer, grâce justement à cette invariance par translation-rotation, que le centre du repère O est ici, en fait. Et donc, ça veut dire quoi pour une droite de rencontrer ce disque ? Ça veut dire que ces paramètres θ et r, ils doivent être tels que... Alors, θ, il peut être quelconque. Par contre, il faut que son paramètre r, petit r, il soit plus petit que grand R, le rayon du disque. Donc, si on représente ça, du coup, par l'ensemble des paramètres θ et r du plan qui sont tels que la droite rencontre le disque de rayon grand R, et ça nous dit que pour tout angle θ, il faut que le petit r, lui, il doit être plus petit que grand R. Donc, finalement, l'ensemble des points θr qui vérifient cette propriété, c'est juste ce rectangle qui a donc ici une longueur 2π et ici une longueur r sur le côté. Donc finalement, la mesure de ce rectangle, quel est l'aire de ce rectangle, c'est 2π fois r. Donc finalement, la mesure de l'ensemble des droites qui rencontrent ce disque de rayon grand R, c'est égal à 2πr, c'est-à-dire justement le périmètre du disque. D'accord ? Et donc en fait, grâce à ça, ça permet de donner une solution au paradoxe de Bertrand. Donc à nouveau, le paradoxe de Bertrand, en fait, ça dépend de la représentation qu'on a mise sur les droites. Donc du coup, dire qu'on donne la solution au paradoxe de Bertrand, c'est juste dire, je vais vous donner quel est le calcul de probabilité qu'on obtient en utilisant ma mesure canonique, qui est invariante par translation, rotation, sur l'ensemble des droites. Donc finalement, la probabilité... Donc, ça utilise justement juste ce qu'on vient de voir, que la mesure d'un ensemble de droites qui rencontre un disque de rayon R, c'est égal au périmètre de ce disque. Donc, du coup, la probabilité
que ma droite jetée au hasard, elle détermine une corde de longueur plus grande que racine de 3, ça veut dire que ma corde, ma droite, elle doit rencontrer le disque gris qui est ici. Elle doit rencontrer ce disque gris, sachant qu'elle a rencontré le disque de rayon 1, le grand disque. Du coup, la probabilité devient le rapport entre le périmètre des deux disques, et non pas entre l'aire des deux disques. Donc le rapport entre le périmètre des deux disques, comme il y en a un qui est de rayon 1,5 et l'autre qui est de rayon 1, le rapport, ça vaut 1,5. D'accord ? Donc en utilisant cette mesure, disons, canonique sur les droites, on peut trouver quelle est la vraie réponse, en gros, au paradoxe de Bertrand. Alors, en fait, donc là, je vous ai montré un exemple avec un disque, mais on peut aller plus loin que le disque, on peut regarder ce qui se passe avec un carré. Donc là, on va faire juste un petit calcul, ce sera le dernier que je vous montre, après on regardera des images. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe avec un carré ? Donc, on va prendre la mesure de l'ensemble des droites qui rencontrent un carré de côté A. D'accord ? Donc, on a un carré de côté A et on veut calculer la mesure de l'ensemble des droites qui va rencontrer ce carré. Donc, pour ça, il faut déterminer tous les paramètres θr, tels que la droite de paramètres θ et r va rencontrer le carré. Donc, à nouveau, je suppose que l'origine de mon repère est ici au centre du carré. Donc, d'abord, on va regarder ce qui se passe pour un angle θ qui est compris entre 0 et π sur 4. Donc, ça veut dire qu'il est ici, il est relativement près de l'horizontale. Donc, pour que la droite, donc, qui a un angle θ et qui se trouve à une distance r de haut, elle rencontre le carré, il faut qu'elle se trouve, au pire elle peut toucher le coin du carré. Donc, il faut que la distance r, au pire, elle soit égale à la distance qui est marquée ici, qui correspond, alors c'est le cosinus de l'angle, donc π sur 4 moins θ, multiplié par la longueur de la demi-diagonale du carré, qui est de longueur a racine de 2 sur 2. Donc, pour que ma droite, elle rencontre le carré, il faut que r soit compris entre 0 et a racine de 2 sur 2 cosinus π sur 4 moins θ. Donc, en fait, par un raisonnement de symétrie, là, ce qu'on a fait entre 0 et π sur 4, c'est pareil après entre π sur 4, π sur 2, 3 π sur 4, etc. Donc, finalement, la mesure de l'ensemble de toutes les droites qui rencontrent le carré, c'est 8 fois ce qui se passe entre 0 et π sur 4. Donc, c'est 8 fois l'intégrale entre 0 et π sur 4 de a racine de 2 sur 2 cosinus de π sur 4 moins θ dθ. Donc, on peut calculer facilement cette intégrale et ça nous donne cette formule-là, donc qui fait intervenir le sinus de π sur 4 qui se trouve être égal justement à racine de 2 sur 2. Et donc, le calcul se simplifie et on trouve 4a. Et 4a, c'est justement le périmètre du carré. D'accord ? Donc, à nouveau, on a trouvé le périmètre de la forme dont on était parti. Et alors, en fait, c'est pas un hasard. Finalement, il y a un résultat mathématique plus général qui nous dit que finalement, quel que soit, si on prend un ensemble convexe K, la mesure de l'ensemble des droites qui rencontrent ce convexe, c'est égal au périmètre de K. Donc, c'est quoi déjà un ensemble convexe ? Un ensemble convexe, c'est un ensemble qui est tel que si vous prenez 2 points à l'intérieur de cet ensemble, et si vous prenez le segment qui joint les 2 points, vous restez complètement à l'intérieur de l'ensemble. D'accord ? Donc, l'espèce de patate que je vous dessinais là, c'est un ensemble convexe. Par contre, si on prend une forme de U, ça, c'est pas un ensemble convexe, parce que si vous prenez 2 points en haut du U, le segment qui les joint, il ne va pas rester inclus entièrement à l'intérieur du U. D'accord, donc ça, c'est ce que c'est un convexe. Et ce que c'est que le périmètre ? Le périmètre, c'est la longueur du bord. C'est si vous mettez une corde qui fait le tour de votre ensemble K, c'est quelle doit être la longueur de cette corde qui fait donc le tour de l'ensemble K. Donc ça, c'est une généralisation de ce qu'on a vu pour le disque et pour le carré. Et en fait, ce genre de résultat, ça a des applications dans un domaine qui s'appelle la stéréologie. Donc la stéréologie, ça consiste à faire des mesures sur un objet qui nous est inconnu à partir de... donc là, un objet 2D, à partir de mesures faites uniquement sur des droites. Et donc, en particulier, si vous imaginez vous avez une boîte avec à l'intérieur un objet qui vous est inconnu, et tout ce que vous pouvez faire, c'est lancer des droites, donc des aiguilles à travers cette boîte, et tout ce que vous pouvez ressortir comme information, c'est est-ce que ma droite, elle a croisé ou pas l'objet ? Est-ce que j'ai rencontré l'objet en faisant traverser la boîte par des aiguilles de façon aléatoire ? Et en fait, ça va vous donner une information sur le périmètre de l'objet qui est à l'intérieur.
Donc c'est un peu pas très intuitif. On pourrait se dire que quand on jette des droites au hasard, en fait, ça va être lié au volume qu'occupe l'objet à l'intérieur de la boîte. Mais en fait, non, c'est lié au périmètre, justement, de l'objet et au périmètre qu'il occupe à l'intérieur de la boîte. Donc ça, c'est un domaine, en fait, en sciences des matériaux qui a pas mal d'applications où, en fait, il y a des résultats comme ça qui sont aussi dans le cadre d'objets 3D avec des mesures suivant des droites. Et donc, on cherche, en fait, à obtenir des informations sur des objets en faisant des mesures justement uniquement comme ça de dimensions plus petites. Et puis d'autres généralisations, en fait il y a vraiment plein d'autres généralisations de ce résultat. Alors une autre généralisation, c'est par exemple qu'est-ce qui se passe si on prend deux convexes. Donc on a deux convexes, K1 et K2, et puis on regarde quelle est la mesure de l'ensemble des droites qui doit rencontrer les deux convexes en même temps. Et bien à ce moment-là, on peut montrer que c'est égal à ce qui s'appelle le périmètre intérieur moins le périmètre extérieur. Donc ce qui s'appelle le périmètre extérieur, c'est vous imaginez, vous avez vos deux convexes, vous prenez un élastique qui va faire le tour des deux convexes, ben ça va être quelle est la longueur de la courbe que ça détermine. C'est la longueur, le périmètre extérieur ici. Et puis si vous prenez votre élastique, mais vous lui faites faire un croisement à l'intérieur des deux convexes, d'accord, en forme de 8 comme ça, vous allez déterminer une nouvelle courbe, et la longueur de cette courbe à l'intérieur, là, c'est ce qu'on appelle le périmètre intérieur. Donc la mesure de l'ensemble des droites qui rassemblent deux convexes, eh ben, c'est la différence entre ces deux périmètres. Donc voilà, donc ça c'est un exemple de généralisation du résultat sur les droites et les convexes. Et en fait, il existe plein d'autres généralisations de ces résultats-là. D'accord ? Il existe des généralisations. Alors non seulement, là je vous ai présenté des choses dans le plan, mais on peut faire des choses dans l'espace. Et puis les droites, on peut les remplacer par des plans jetés au hasard, on peut les remplacer par juste des segments, on peut les remplacer par des bandes, on peut les remplacer par des courbes. D'accord ? Et donc, en fait, il existe un nombre de formules comme ça qui relient en fait des ensembles de droites vérifiant une propriété avec des propriétés géométriques de notre ensemble, leur périmètre, leur aire, leur courbure, etc. Et il existe vraiment une foison de résultats qui vont dans ce sens-là et qui sont... dans ce livre en particulier de Santalo, il y a vraiment une quantité incroyable de résultats à ce sujet. Et donc, en fait, tout ce domaine des mathématiques qui s'appelle... alors, on le trouve sous des noms un peu différents. Ça s'appelle parfois la géométrie intégrale, les probabilités géométriques ou la géométrie stochastique. Donc tout ça, suivant les auteurs, il y a des nuances entre ces trois termes-là, mais tout ça est, disons, plus ou moins le même domaine, où on cherche à faire interagir comme ça probabilité et géométrie. Donc voilà, maintenant je vais passer à la deuxième partie de mon exposé, et je vais commencer par ce petit intermède. Je ne sais pas si vous savez d'où vient cette image. Non ? Ouais. Oui, exactement, ça vient du film Tron, 1982. Donc, quel est le rapport avec Buffon, son aiguille, les droites ? En fait, ce que je vais vous présenter dans cette deuxième partie, c'est justement des applications de la géométrie stochastique. Et parmi ces applications, en fait, il y aura des applications justement à la synthèse d'images. Et le film Tron, c'est justement le premier film d'animation qui a utilisé de façon extensive en fait, des images uniquement faites par ordinateur pour créer vraiment tout un monde virtuel. Avant, il y avait des images qui étaient retouchées par ordinateur pour des effets spéciaux, etc. Mais là, vraiment, toutes ces images, elles sont créées point à point, complètement par un ordinateur. Donc, c'est comment créer un monde virtuel avec de la géométrie stochastique. Donc, je vais commencer par vous parler d'autres applications de la géométrie stochastique. Donc, alors, il y a plein d'applications, et une des applications, par exemple, c'est les applications au trafic routier. D'accord ? Donc, si vous imaginez qu'ici, les droites, ça représente des routes, et puis les couleurs, par exemple, ça représente des vitesses à laquelle on peut rouler sur ces routes-là. Eh ben, il y a plein de questions qui se posent quand on a comme ça un ensemble de routes. C'est, par exemple, déjà, combien il va y avoir de croisements ? Combien je vais rencontrer d'intersections quand je me promène sur ces routes ? Combien il y a d'intersections de droites ? Et puis, il y a aussi des questions de
combien de temps en moyenne je vais mettre pour aller d'un point à un autre, sachant que pour aller d'un point à un autre, je commence par rejoindre une route, et puis après je peux en changer, je peux aller sur une autre, et en jouant sur laquelle est la plus rapide, ou éventuellement, même si le trajet est plus long, mais comme on peut rouler plus vite, voilà. Donc tout ça, c'est des questions qui sont liées vraiment à la géométrie de l'ensemble des droites dont elles sont mises. Donc là, c'est une version assez peu réaliste, d'accord. Les réseaux routiers, ils sont pas faits comme ça, mais disons que ça permet de faire des représentations schématiques. Et puis aussi, tous ces processus en fait, où on jette comme ça des droites au hasard, c'est des processus qui sont pas mal utilisés dans les sciences des matériaux, en fait, où les droites, c'est des fissures dans les matériaux, et donc on cherche à comprendre la solidité des matériaux, sachant qu'il peut y avoir des fissures un peu partout, suivant la densité de fissures qu'il y a, suivant leur épaisseur, etc. Donc c'est des modèles, hein. Comme ça, jeter des droites au hasard, c'est des modèles qui sont utilisés dans certaines applications. D'autres exemples, c'est pour revenir à la fin du texte de Buffon, il disait que ces calculs, ça pouvait par exemple servir aussi à ce qui se passait si on voulait connaître la probabilité de se trouver sous une bombe ou de se prendre la foudre, d'accord ? Donc ça, c'est aussi des modèles qu'on utilise pour faire de ce qui est appelé des processus ponctuels, en fait, où on a des points qui sont jetés au hasard, et puis autour de ces points, on peut faire un disque qui a un certain rayon aléatoire qui représente par exemple le centre, ça peut représenter le point central d'impact de la foudre, et puis le rayon, ça peut représenter la taille justement de jusqu'où la foudre a eu un impact. Et donc, quand on a comme ça des exemples, on peut se poser des questions de quelle est la probabilité que la foudre, elle me tombe pas dessus, d'accord, de rester complètement dans la zone noire, ou quelle est la probabilité que je me prenne 2 fois la foudre, c'est-à-dire de me retrouver à l'intersection de au moins 2 disques, etc. Donc, on peut imaginer ça pour la foudre, les bombes. On peut aussi imaginer ça, en fait, c'est un modèle qui est quand même utilisé vraiment pour les antennes en télécommunication. Donc, sur les placements d'antennes, on cherche justement à placer les antennes de telle façon que leur rayon d'action, il soit assez optimal pour qu'on ait une couverture d'un certain territoire, et pour que à peu près partout, on ait une puissance suffisante avec les antennes, en particulier pour les téléphones mobiles, par exemple. Alors, une autre grande classe d'applications de géométrie stochastique, c'est tout ce qui s'appelle les problèmes de percolation. Les percolations, en particulier la percolation continue. Donc, le terme percolation, en fait, c'est un terme qui vient du latin, percolare, qui veut dire filtrer, passer à travers. Donc les problèmes de percolation, c'est par exemple les problèmes que vous trouvez quand vous faites votre café filtre, vous faites passer de l'eau à travers du café moulu. En fait, si on imagine que les disques blancs, là, c'est les grains de café, et puis le liquide noir, c'est l'eau qui passe au travers, hein, en fait, on veut récupérer du café qui soit quand même assez fort, on ne veut pas non plus récupérer juste de l'eau en bas, et puis en même temps, on veut que l'eau, elle arrive quand même à passer. Donc le problème, c'est quelle densité de grains on met pour que le liquide il puisse quand même passer de haut en bas et circuler. D'accord ? Donc là, il peut encore passer. C'est ce qui s'appelle des questions de connexité. Donc tout à l'heure, on a vu la notion de convexité. Là, la notion de connexité, ça veut dire qu'il existe un chemin qui permet de passer d'un point à un autre. D'accord ? Donc ici, là, il existe encore le haut de l'image est relié au bas par un chemin. La région noire, elle est connexe. Par contre, si j'augmente encore la densité, déjà ici, quand on est en haut, c'est pas clair qu'on puisse aller jusqu'en bas. Et puis même, après, on peut ne pas y aller du tout. Donc en fait, ça pose des questions mathématiques qui sont vraiment très compliquées, en fait, avec des conjectures qui sont ouvertes, où justement la question de savoir à partir de quel rayon de disque ou à partir de quelle densité de disque il va y avoir percolation ou pas, ça c'est une question par exemple qui est ouverte. On ne connaît pas quel est le seuil de percolation. Il y a pas on a des valeurs approchées, mais on n'a pas de formule mathématique qui nous dit exactement à partir de quel seuil on va avoir percolation. Et donc ces questions de connexité, elles sont compliquées parce qu'en fait elles font intervenir le comportement global du système.
Donc, par rapport à des choses qui sont locales, pour avoir de la connexité, il faut vérifier vraiment qu'un point très loin, il va être connecté à un point qui lui est aussi très loin. Donc ça, c'est des choses qui ne peuvent pas se passer juste au niveau localement. Il faut vraiment regarder des choses globales dans ce système. Et du coup, c'est quelque chose qui est vraiment difficile et mathématiquement qui est vraiment très compliqué. Et en fait, ce modèle de percolation continue, donc il est utilisé en sciences des matériaux, d'accord, donc pas seulement pour le café, mais aussi pour le pétrole, en fait. Pour le pétrole, c'est une question qui intéresse beaucoup les industriels. Quand vous avez une roche qui est poreuse, si votre liquide noir, c'est le pétrole, bah, vous voulez savoir si, quand vous allez pomper à l'intérieur de ce liquide, vous allez récupérer tout le liquide ou est-ce que vous allez juste récupérer la petite poche qui est ici, parce que en fait, tout n'est pas connecté, donc les poches en fait, de liquide, elles se retrouvent disjointes. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment un modèle qui est utilisé vraiment en pratique. Et puis, c'est aussi un modèle qu'on peut complexifier. Bon, d'une part, là, je vous ai présenté une image en 2 dimensions, mais en fait, on peut imaginer que c'est en 3D, d'accord ? Donc, à ce moment-là, les disques sont remplacés par des sphères. Donc, il y a des modèles comme ça en 3D. Et puis là, les disques que je vous ai mis, ils avaient tous le même rayon, mais en fait, on peut imaginer que leur rayon lui-même, il est aléatoire. On peut avoir des petits disques, des grands disques. Et puis aussi, on peut faire des questions de changement d'échelle, c'est-à-dire qu'on peut mettre de plus en plus de disques, mais chaque disque est de plus en plus petit. D'accord ? Donc on peut faire comme ça un comportement de changement d'échelle, et à la fin, on aboutit à des questions de fractales. D'accord ? On peut faire apparaître comme ça des systèmes assez compliqués qui ont des dimensions fractales particulières. Donc on peut... Ce modèle-là, en fait, il existe plein de façons de le changer, de le modifier, et à chaque fois, ça pose vraiment des questions mathématiques compliquées qui sont liées à ces modèles-là. Ça, c'est l'exemple de percolation continue. Et donc maintenant, le problème de la synthèse d'image. Donc la synthèse d'image, c'est... Alors voilà, maintenant, au lieu de jeter des droites au hasard ou jeter des disques au hasard, on va jeter des pixels au hasard. Donc c'est quoi les pixels ? Donc qu'est-ce que c'est qu'une image ? Une image, ça va être en fait une grille de valeurs. Donc chaque petit carré de la grille, ça s'appelle un pixel. Et puis un pixel, en fait, on lui associe un niveau de grille, donc une certaine valeur. Et donc ce niveau de grille, plus il est élevé, plus le pixel il est blanc, et plus le niveau de grille est faible, plus le pixel est noir. Donc la façon la plus simple de générer une image au hasard, c'est de générer ce qui s'appelle un bruit blanc. Donc un bruit blanc, c'est une image en fait où tous les pixels ils sont choisis indépendamment les uns des autres, et puis ils sont choisis, leur niveau de grille est choisi de façon aléatoire suivant ici une loi gaussienne. Mais donc en tout cas, on a comme ça des pixels qui sont tous indépendants. Donc là, c'est une image de taille 64 par 64 pixels. Ici, c'est une image de taille 512 par 512 pixels. Donc je vous ai montré celle d'avant pour qu'on voit bien les pixels, parce qu'ici, quand elle fait 512 par 512, on ne voit plus vraiment. Et puis, juste pour situer les chiffres, en fait, une image standard telle qu'on l'a dans les téléphones portables ou dans les appareils photo numériques, elle fait plutôt 3 millions de pixels, donc elle est de l'ordre 1500 par 3000 à peu près. D'accord ? C'est l'ordre de grandeur d'une vraie image, en tout cas telle qu'on les a sur nos téléphones ou sur les appareils photo numériques. Donc voilà, donc ça c'est une image de ce qui s'appelle un bruit blanc. Tous les pixels, ils sont indépendants et ils ont un niveau de grille aléatoire comme ça. Donc, ce genre d'image, c'est pas très intéressant, c'est juste du bruit. Donc, comment est-ce qu'on peut faire des images plus intéressantes ? En fait, on peut filtrer ces images. Donc, c'est quoi le filtrage ? Le filtrage, ça consiste à faire une opération qui s'appelle la convolution, qui est un mélange en fait de somme et de multiplication. Donc, on part d'une image d'un bruit blanc, donc qui est B de X, et puis on a une autre image qui va s'appeler le filtre. Et en fait, en chaque point X, en chaque pixel, on va remplacer B de X par une moyenne des valeurs qui lui sont autour, mais pondérées par le filtre F. D'accord ? Donc on fait comme ça des moyennes, mais avec certaines pondérations.
Donc on fait un mélange de multiplication et de somme comme ça, et donc ça s'appelle une convolution. Donc ici, c'est le bruit blanc, et puis en faisant des convolutions comme ça, en faisant des filtrages de le bruit blanc, ben on peut obtenir des choses qui commencent à faire apparaître des structures, puisqu'on a moyenné localement les valeurs. Et donc, ici, voilà plusieurs exemples d'images filtrées. Donc elles sont de plus en plus régulières, là, les images. Donc les images que je vous montre là, c'est ce qui s'appelle des bruits colorés, et c'est des bruits en loi de puissance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des bruits dont on s'arrange pour que leur contenu fréquentiel, la puissance dans les fréquences, dans la nème fréquence, il décroît comme 1 sur n à la puissance, à une certaine puissance. Et plus cette puissance est élevée, plus mon image va paraître régulière, elle va paraître lisse, elle va paraître bien régulière. D'accord ? Donc en fait ici, c'est un exposant, c'est une puissance 5, ici 4, 3, 2, 1, et puis 0, c'est le bruit blanc. Donc, alors, à quoi ça sert de faire ce genre d'image ? Ben, une des applications possibles, c'est dans la perception visuelle. Donc là, il faut que vous regardiez bien les images et vous me dites si vous voyez quelque chose. D'accord ? Donc là, est-ce que vous voyez quelque chose ? Non, ben non, c'est normal. En fait, il n'y a rien à voir, c'est juste du bruit pur. Et là, vous voyez quelque chose ? Non. Alors, je continue. Vous voyez la petite tache blanche qui est en train d'apparaître au fur et à mesure ? Voilà, donc en fait, quand on a une image comme ça de bruit blanc, quand on met une tache blanche dedans, en fait, plus la tache est grosse, mieux on la voit. D'accord ? Parce qu'en fait, là, au début, il y avait aussi une tache, elle avait le même contraste que les autres, mais elle était de taille beaucoup plus petite. Donc plus la tache blanche est grosse, mieux on la voit. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans un bruit coloré ? D'accord ? Ici, c'est un bruit en loi de puissance avec un exposant 3. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, dans cette image, on ne voit rien. Là, vous avez vu le petit point blanc apparaître. Là, il grossit, il grossit, il grossit. Et voilà. Et donc là, en fait, est-ce que vous le voyez là ? Ben non, on ne le voit plus. Donc en fait, dans ces images, c'est justement ça le problème, c'est que la tache blanche, c'est exactement la même que j'ai mise dans les deux images, que j'ai additionnées aux deux images. Mais dans ces images de bruit filtré, plus la tache blanche est grande, moins on la voit. Alors comment ça s'explique en termes de probabilité, justement ? C'est lié en fait à la probabilité d'apparition de ce genre de structure dans les images de bruit. En fait, dans une image de bruit blanc où c'est vraiment que du bruit, la probabilité que par hasard apparaisse une tache comme ça a une probabilité très faible. Et donc, si cette tache, elle est présente dans l'image, elle nous saute tout de suite aux yeux, parce qu'elle elle constitue vraiment un événement qui n'aurait pas dû se produire là, dans notre image de bruit. Par contre, ici, dans ces images de bruit filtré, en fait, la probabilité d'apparition d'une tache blanche, elle est très grande. C'est-à-dire que si vous regardez un peu partout dans l'image, on a justement des taches blanches comme ça, on en a déjà un peu partout. Donc finalement, le fait qu'il y en ait une en plus ou pas, ça ne nous saute pas aux yeux parce que ça fait partie des structures normales de cette image. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut quantifier exactement. Quelle est la probabilité d'apparition d'une tache blanche comme ça dans des images de bruit filtrées ou pas, et on peut le lier au filtre justement qui a été utilisé. Alors, donc, quel est l'intérêt de faire aussi ce genre de remarques et de calculs ? Alors, malheureusement, ça a des applications qui ne sont pas forcément très optimistes, en particulier dans le domaine de l'imagerie médicale. Donc, dans l'imagerie médicale, un domaine qui est, par exemple, le domaine des mammographies, donc dans le dépistage du cancer du sein. En fait, les femmes passent régulièrement des mammographies. Donc, une mammographie, c'est une image qui ressemble à ça. Donc, évidemment, dans sa globalité, ce n'est pas une image qui ressemble à du bruit filtré. Par contre, si on prend juste un morceau de cette image, donc c'est le morceau qui est ici, je l'ai remis là, en rehaussant son contraste pour avoir une dynamique plus grande. Et donc, en fait, ces images-là, en fait, ça ressemble vraiment statistiquement et visuellement, ça ressemble justement à ces bruits filtrés en loi de puissance avec l'exposant 3, qui est justement l'exemple que je vous ai montré avant. Et du coup, donc c'est
le fait que ça ressemble, ça a vraiment été étudié statistiquement. C'est les deux images, en fait, des extraits de mammographie et ces bruits filtrés ont vraiment des propriétés statistiques qui sont très proches. Et donc, en fait, le fait que dans une image comme ça de bruit filtré, si j'ai une tache blanche, plus elle est grosse, moins je la vois. C'est vraiment un problème dans ces images de radiographie, parce qu'il y a certaines lésions, justement, qui apparaissent comme étant sous la forme de taches blanches. Et donc, ce que ça nous dit, c'est que plus cette lésion elle est grosse, moins on la voit. Donc, ça paraît paradoxal, mais en fait, c'est un vrai problème pour les radiologues, et c'est quelque chose auquel il faut faire attention dans les images. Donc, alors, pour ne pas finir sur une note totalement pessimiste, il y a d'autres moyens d'imagerie, et il y a d'autres systèmes d'imagerie qui sont qui permettent d'avoir d'autres angles sur les images, et qui donc permettent quand même de repérer ces lésions-là. Mais en tout cas, c'est un problème dont les radiologues sont conscients, en fait, et qui se produit vraiment dans ces images-là. Donc, alors, pour finir, en fait, sur ces histoires de créer des images au hasard, donc je vais finir par ce qui s'appelle la synthèse de texture. Donc, mais la synthèse de texture qui, du coup, maintenant, pour des applications plus ludiques. Et donc, en fait, on peut faire comme ça des synthèses d'images en utilisant le même principe de filtrage en partant d'un bruit blanc, mais on peut jouer sur ce filtre, et en fait, en jouant sur ce filtre, on peut créer des grandes variétés d'images. Donc, par exemple, ici, si je prends cette espèce de double serpent comme étant le filtre, en utilisant un bruit blanc et en filtrant mon bruit blanc, je peux obtenir ce genre de texture. Donc là, c'est des textures qui font apparaître un espèce de relief avec un paysage et comme ça qui oscillent. Et puis même, en fait, on peut généraliser en utilisant encore d'autres types de filtres. Donc ici, cette image, alors c'est pas du tout la photo d'un mur en crépi, d'accord ? C'est une image qui n'existe pas, qui est complètement créée pixel par pixel, justement à partir d'un bruit blanc et puis d'un filtre bien adapté qui permet de recréer comme ça des images qui visuellement ressemblent complètement à des vraies textures et à des photos d'objets pris. Donc là, pareil, ça ressemble vraiment à un tissu. Et puis, on peut faire la même chose sur les images couleurs. Les images que je vous ai présentées jusqu'à présent, c'était des images en noir et blanc. Mais les images couleurs, en fait, il suffit de prendre on prend un bruit blanc qui, lui, est en niveau de gris, et puis on prend des filtres. Et les filtres, eux, il faut prendre, en fait, 3 filtres, puisqu'une image couleur, c'est fait comme la superposition de 3 images, et avec 3 canaux qui correspondent au rouge, au vert et au bleu. D'accord ? Donc, si je prends des filtres qui, comme ça, ont eux-mêmes 3 canaux, et ben, je peux créer des images qui sont du coup des images couleurs. Donc là, ça permet de recréer par le même principe des textures de bois, des textures voilà, qui ressemblent à du bois, ou voilà, un jean qui n'existe pas, qui est juste voilà, qui est vraiment créé point à point comme une image de synthèse. Voilà, donc pour vous dire en fait à quel point c'est vraiment utilisé ce genre de méthode, je vais finir en vous parlant de quelqu'un qui s'appelle Ken Perlin, donc qui est un professeur d'informatique à l'université de New York, et donc qui a utilisé comme ça une méthode alors qui est un peu plus générale que celle dont je vous ai parlé en fait, c'est-à-dire que c'est une méthode qui filtre comme ça du bruit, mais qui se situe en 3D, et puis au lieu de filtrer directement les intensités, il va filtrer les gradients de l'image, et du coup, ça lui permet de créer comme ça des structures de turbulence qui sont aléatoires, et en particulier, donc, ça crée des images qui sont vraiment d'un réalisme saisissant, donc pour tout ce qui est alors ici le marbre, ce qui est voilà, les structures un peu turbulentes comme le feu, l'eau, les nuages, enfin tout ce genre de textures, il peut les créer. Et en plus, elles sont créées en 3D. C'est-à-dire que le vase, en fait, c'est un vase qui n'existe pas. C'est pour ça qu'il me dit ceci n'est pas un vase. C'est juste en fait l'équation de la surface d'un vase qui a été prise sur un volume 3D d'une texture qui est créée. Et du coup, en fait, au lieu de c'est pas juste on prend la surface du vase et on colle dessus une image, c'est vraiment comme si le vase il était taillé dans la texture 3D elle-même. Et donc, pour vous dire à quel point ce genre de méthode a des applications, en fait, Ken Perlin, il a gagné un Oscar à Hollywood
Donc, enfin, c'est pas vraiment un Oscar, hein, c'est la récompense technique pour justement ces méthodes de synthèse d'images. Et donc, il a vraiment reçu une récompense à Hollywood par l'Académie des Oscars. Et donc, c'est quelqu'un qui, en fait, avait travaillé justement avant sa thèse sur aussi le film Tron, dont je vous ai montré tout à l'heure. Et c'est vraiment des techniques qui sont extrêmement utilisées, donc à la fois dans les films d'animation, mais aussi dans les jeux vidéo, parce que au-delà, en fait, de l'aspect visuel, hein, qui est très bien, ces méthodes, elles ont aussi une prouesse technique en fait qui fait que les calculs sont possibles en un temps rapide avec peu de mémoire de calcul, et donc ça permet de le faire en temps réel. Et pour les jeux vidéo, c'est indispensable puisqu'il faut que ça tourne tout de suite, et puis sur un ordinateur, un petit ordinateur. Et donc pour toutes ces choses-là, voilà, Ken Perlin a reçu des récompenses comme ça. Et voilà, donc je vais terminer là mon exposé en vous remerciant pour cette promenade qu'on a fait ensemble dans la géométrie stochastique, et puis en remerciant tout le monde, la BNF, la SMF, Animat, Tangente, et merci pour votre attention. Bien, est-ce qu'il y a des questions? Bon. En attendant que les questions apparaissent, il y avait une petite question peut-être. Ah, il y en a une là-bas. Bonjour. Tout d'abord, merci pour cette présentation. Bonjour. Alors, j'ai une question. Tout à l'heure, vous nous avez dit qu'on pouvait étudier des objets en troisième dimension, par exemple, grâce à des mesures d'une dimension inférieure. Oui. Est-ce que dans la même mesure, de la même manière, on pourrait étudier des objets de la quatrième dimension grâce à des mesures sur des dimensions inférieures? Oui, tout à fait, en fait. Là, je vous ai donné l'exemple des droites et l'exemple des objets en 3D pour que ça soit parlant. Mais en fait, quand on regarde le livre de Santalo et le livre et les formules qu'il donne à l'intérieur, tout de suite, il se dit soit n la dimension et on a tel résultat, telle équation. Donc, en fait, dans plein de formules mathématiques, oui, on peut les faire en dimension 4, dimension 5, dimension 6. Enfin, souvent, il n'y a pas de limite en fait, à la dimension qui est mise sur ces formules. Alors, les formules sont de plus en plus compliquées parce que du coup, quand on est en dimension 3, il y a déjà les droites, les plans. Après, quand on est en dimension 4, il y a les espaces, les droites, les plans. Enfin, il y a de plus en plus d'objets à maîtriser et de paramètres à maîtriser. Mais oui, on peut faire en dimension bien plus grande encore. Ouais. Vous avez montré des images, imagerie médicale, oui, qui relèvent un peu de la théorie des ondelettes. Je ne vois pas très bien le lien entre les probabilités géométriques et les ondelettes, justement. Parce que, comme parler de l'imagerie médicale, on zoome un peu pour des morceaux d'ondes, etc. Et je ne vois pas bien le lien avec Buffon, presque, à la limite. Oui. Alors, le lien entre les... Alors, pour faire le lien, on pourrait dire que voilà, Buffon, il a jeté une aiguille sur un parquet. Les ondelettes, en fait, une ondelette, c'est quoi? C'est une fonction oscillante, comme ça. Et donc, on pourrait jeter des fonctions oscillantes au hasard. Et donc, c'est ce qui est un peu fait quand on crée des images de bruit blanc. C'est comme si on jetait des fonctions oscillantes au hasard. Et donc, le bruit blanc, c'est justement qu'on jette des fonctions oscillantes, quelle que soit leur fréquence, avec la même probabilité. On en jette plein, on en superpose plein, et on tombe sur ces bruits blancs. Donc, en fait, au lieu de jeter des aiguilles, voilà, on peut jeter des disques, et puis on peut aussi jeter des ondelettes. Donc, voilà le lien qu'on peut faire entre ondelettes et probabilité. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Bonsoir. Bonsoir. Alors j'ai une question qui va peut-être être un peu basique, enfin je ne sais pas. Je me suis posé le problème de la trisectrice. Et dans tout ce que j'ai pu trouver en document, il était impossible de la tracer. Mais quand je me suis dit que je pouvais utiliser les probabilités, je me suis dit qu'il y avait une probabilité non nulle de tracer une trisectrice avec un compas et une règle. Donc je voulais savoir si j'étais... À mon avis, je suis dans l'erreur, mais je voulais savoir jusqu'à quel point j'étais dans l'erreur et quelle était ma part de vérité dans ma démarche. C'est-à-dire, votre question, c'est si donc j'ai un angle, je veux faire la trisectrice, je veux le couper en 3, c'est ça? Ouais, voilà. Et je prends mon compas et ma règle, j'essaye plein de choses au hasard, et puis je vais finir par... En fait, je trace mes deux droites, je trace deux droites qui se coupent. Ensuite, je trace un cercle qui passe par le centre et le point de mes deux droites. Mhm. Et ensuite, je prends un écartement au hasard. Et à partir du croisement de mon cercle avec l'une des deux droites, je trace des arcs de cercle. J'en trace 3. D'accord. Et il se trouve que, je me suis dit que si mon arc correspondait à un tiers de mon arc global, je traçais ma trisectrice. Je traçais mes trisectrices. D'accord. Donc, je me suis dit que avec la probabilité, j'avais le droit de dire qu'il était possible de tracer une trisectrice. De tracer des Le problème, c'est que l'événement tracer la trisectrice, apparemment, il doit y avoir une probabilité nulle, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu comme le problème de l'aiguille de Buffon. Donc, Buffon, il jette son aiguille sur le parquet, et puis il se dit, en fait, je vais calculer l'horizontale en regardant, justement, est-ce que mon aiguille, je vais tracer mon horizontale quand mon aiguille, elle tombe exactement horizontale. Et en fait, pour que l'aiguille tombe exactement horizontale, ça a une probabilité nulle de se passer. Vous avez une certaine... En fait, la probabilité que votre aiguille, elle fasse un certain angle avec l'horizontale, c'est proportionnel à cet angle-là. Et du coup, la probabilité que l'angle soit plus petit qu'une certaine valeur, c'est proportionnel à cet angle-là. Et du coup, la probabilité que l'angle soit vraiment nul, c'est 0. Donc c'est un événement qui a une probabilité, oui, qui se calcule, mais qui se trouve être nulle. Elle est nulle ou elle se rapproche du 0 ? Si on veut vraiment une aiguille horizontale, c'est de probabilité nulle. Et donc dans le cadre... Donc dans le cadre de la trisectrice, j'ai peur que ça soit aussi de probabilité nulle. Ouais. Vaut mieux trouver une autre méthode pour la... Je pense qu'il n'y a pas de méthode. Mais... Essayer au hasard, ça paraît pas être la meilleure solution. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est peut-être pas une question, mais est-ce que tu pourrais parler un petit peu de ce que vous faites dans le labo CMLA en lien avec ces questions d'imagerie médicale ou autre? Ouais. Est-ce qu'il y a des contrats, par exemple, il y a des contrats industriels? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, le domaine de l'imagerie médicale, c'est un domaine que je connais bien. En fait, actuellement, je co-encadre une thèse CIFRE. Donc, c'est des thèses qui sont à la fois sur le monde académique et sur le monde industriel, avec la société General Electric Healthcare, donc qui est spécialisée justement dans ces systèmes de mammographie. Et vraiment, les gens chez General Electric travaillent effectivement sur comment modéliser ces images de mammographie, comment chercher à avoir des systèmes d'imagerie qui sont performants, et la question de la détectabilité en fait des lésions à l'intérieur de ces images-là, c'est vraiment une question qui les intéresse en fait. Parce que les lésions, en fait, là je vous ai parlé des masses qui apparaissent comme des taches blanches assez grosses, mais il existe plein d'autres types de lésions comme les microcalcifications par exemple, qui apparaissent juste comme étant des petits points blancs. Et à nouveau, il se pose des questions suivant le type d'image, suivant le modèle stochastique d'image qu'on fait, à quel point on peut détecter des choses là-dedans, en fait. Donc oui, sur l'imagerie médicale, c'est vraiment un domaine où il y a des vraies applications et qui intéressent les industriels, en fait.
Voilà, donc oui, on est en lien avec les industriels. Est-ce que tu sais si Buffon est revenu sur des questions mathématiques par la suite, après? Ben, non, pas vraiment en fait. Je pense que, enfin, j'ai pas parcouru les 44 volumes de l'histoire naturelle, mais je pense que voilà, en fait, Buffon, il s'intéressait aux mathématiques, mais c'était pas un mathématicien. En fait, il n'a pas ensuite développé des théories qui ont été plus loin que cet exemple en fait de calcul de probabilité géométrique. Et à ma connaissance, j'ai pas trouvé d'autres écrits mathématiques de Buffon, ou enfin en tout cas qui soient passés à la postérité. Est-ce qu'il reprend son texte dans l'histoire naturelle? Oui. En fait, le texte, le mémoire est inclus dans un des volumes de l'histoire naturelle, à l'intérieur de ce qui s'appelle un essai d'arithmétique morale. Alors, je dois dire, je n'ai pas été voir l'essai d'arithmétique morale. Je ne sais pas en quoi morale et arithmétique font bon ménage. Je voulais ajouter que Buffon a quand même traduit Newton. Oui. La méthode des fluxions de Newton. Oui. Donc, je pense que c'était important pour la France à l'époque. Oui. En fait, Buffon, il a une activité aussi donc en physique, il a traduit Newton, oui, et il a correspondu aussi avec des mathématiciens, mais enfin, lui-même, les textes mathématiques qu'il a écrits, je crois que, enfin, j'en ai pas trouvé d'autres au-delà de ce mémoire sur le jeu du franc carreau. C'est vraiment quelqu'un qui est un naturaliste, en fait, qui a vraiment travaillé sur les sciences naturelles. Et, Merci beaucoup, Agnès. Moi, c'est pas vraiment c'est un peu une question, mais c'est juste une curiosité. En fait, il y a eu Buffon, puis il y a eu le livre dont tu parles de Bertrand, Joseph Bertrand. Non, de Bertrand, mais il y a eu aussi le livre plus récent. Oui, Santalo. Oui. Et donc, quand est-ce que l'analyse, enfin, la probabilité géométrique est arrivée oui, alors, sur les tables des mathématiciens ou des savants C'était pas Buffon, mais bon, après, il s'est passé plein de choses quand même, probablement. Merci. Oui, il s'est passé plein de choses. Donc, l'ouvrage de Bertrand, lui, il date de un siècle à peu près après la mort de Buffon. Je crois que c'est 1889. Donc, le texte de Bertrand, en fait, il présente un paradoxe. Et du coup, son paradoxe, c'est un peu dire, voilà, ce genre de question est absurde parce que suivant le raisonnement qu'on fait, on peut donner des réponses différentes et du coup, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc en fait, pour attendre, je pense, justement l'axiomatisation de tout ça et la mise en forme en se disant on va prendre des axiomes d'invariance par certaines transformations géométriques et du coup, le problème va devenir bien posé et on va pouvoir faire des calculs de façon rigoureuse. Ça revient vraiment, je pense, au début du XXe siècle, en particulier avec donc, quelqu'un qui s'appelle Blaschke, qui a fait beaucoup de choses dans le calcul intégral, et puis aussi avec Poincaré. En fait, Poincaré a justement à participer justement à tout ce qui s'est... Alors là, du coup, ça s'appelle plutôt le domaine de la géométrie intégrale, où justement on mesure quelle est, par exemple, si on prend une courbe, donc Poincaré, regardez, on a une courbe sur une sphère, et puis je prends une autre courbe que je translate de façon aléatoire, et je regarde quel est le nombre d'intersections entre mes deux courbes. Et le nombre moyen d'intersection, c'est lié au périmètre des courbes, enfin à la longueur des courbes. Et donc Poincaré, en fait, a regardé ce genre de choses-là. Et d'ailleurs, il y a dans certains ouvrages, en fait, cette mesure, représenter les droites par Rθ, c'est ce qu'on appelle des fois faire la mesure de Poincaré, en fait. Donc je pense que c'est vraiment au début du XXe siècle, en tout ça, que c'est devenu une science plus mathématique qui n'était pas seulement anecdotique, en fait, en disant, regardez, on peut faire des exemples. Et... Je crois... Non, je ne sais pas, je ne crois pas. Je pense que les questions vraiment ouvertes, difficiles de percolation, c'est des questions qui sont arrivées plus tard, en fait.
Oui, une question sur le calcul de Buffon, où il y a une intégrale. Vous avez mis une intégrale, mais lui, à l'époque, il savait peut-être pas que c'était une intégrale. Il savait peut-être même pas la calculer, ou il avait peut-être trouvé une autre manière de la calculer. Et donc, la formule que vous avez mise, c'est pas d'origine de Buffon. Non. Il connaissait pas l'intégrale, ou il savait pas ce que c'était. Si, il savait les aires sous les courbes. Non, mais il savait pas calculer. Puisque là, ça donne une valeur juste, il ne savait pas que ça donnait une valeur juste. Si, en fait, il donne une valeur juste qui est celle-là. C'est juste, en fait, la façon dont Buffon fait sa démonstration, c'est en fait, il dit, pour que mon aiguille, elle croise au-dessus, en fait, il faut que l'angle qu'elle fait, ça décrit une certaine portion de l'arc de cercle. Donc on n'a pas droit à tout 0,2 pi, on a droit juste à 0 et puis s'arrêter à un moment quand on va cogner notre joint supérieur du parquet. Et donc ça décrit un arc de cercle. Donc comme ça, pour toutes les hauteurs, on a un arc de cercle. Et du coup, quand on regarde l'ensemble fait par tous les arcs de cercle, ça décrit une cycloïde et ça décrit l'aire sous la cycloïde. Et l'aire sous la cycloïde, on savait exactement ce que c'était en fait. De même qu'ils utilisent l'aire d'une cycloïde par rapport au périmètre d'un disque. Et le périmètre d'un disque, il écrit très clairement. Alors il l'écrit pas 2πr, d'accord. Il l'écrit comme C, soit C le périmètre du disque. Et après rapidement, il le remplace par 3 fois le rayon, enfin il fait 3 fois le diamètre, pardon, il fait l'approximation que pi est égal à 3 pour donner la valeur. Mais vraiment, le résultat est écrit sous forme de quantités géométriques qui sont l'aire sous une cycloïde et le périmètre d'un cercle de rayon, la longueur de l'aiguille, quoi. Donc, vraiment, je pense que c'est plus que... c'est pas que pi il le connaissait pas ou qu'on connaissait pas le périmètre d'un cercle, c'est vraiment pour que le jeu soit équitable, j'ai besoin de donner un ordre de grandeur et c'est pas la formule exacte qui l'intéresse, c'est les ordres de grandeur finalement. Y a-t-il d'autres questions? En fait, je ne vois pas tout le monde. J'ai l'impression que non. Faites de grands gestes si je me trompe. Eh ben, merci encore Agnès. Merci à vous. Bonne soirée. Merci.